Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 97 et on va vous parler du 8e Grand Prix de la saison 2021. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit du Sachsenring. Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille tout d'abord Pierre. Salut Pierre, la forme ? Ça va, petit week-end entre la France-Hongrie en Euro de football et Ducati qui fait pas de grosses performances, mais bon. On fait avec. Ouais, ça peut pas être le cas toutes les semaines. Hein. Ah bah, jusqu'à présent, ça l'était. Hein. C'est vrai. Et avec nous également pour cet épisode, Paul. Salut Paul, comment ça va ? Salut tout le monde, écoute, ça va nickel. Un petit Grand Prix qu'on va pouvoir débriefer, qui était pour certaines courses agréables à regarder, pour d'autres, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Alors, on a évidemment beaucoup de choses à vous dire cette semaine, mais avant, on commence comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. C'est Thomas qui repart avec des beaux goodies de la Bécannerie et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. Vous pouvez participer à notre concours maison à chaque week-end de course où il faut deviner le poleman du prochain Grand Prix et ça se passe sur Twitter. Avant d'attaquer les résumés de course du week-end, on a quelques news du paddock à vous distiller comme d'habitude. Et Pierre, est-ce que tu nous donnes quelques infos du Moto3 ? Oui, donc malheureusement, suite au décès de Jason Pasquet au Grand Prix d'Italie, son numéro, le numéro 50, se voit retiré de la catégorie Moto3. Il y a eu un hommage qui a été rendu au pilote, d'ailleurs, lors d'une mini-cérémonie le vendredi soir. D'ailleurs, donc son team, le team allemand Prustel GP, annonce qu'il ne remplacera pas le pilote ni sur ce GP d'Allemagne ni celui des Pays-Bas. Et pour la reprise après la trêve estivale, c'est encore incertain également. Enfin, Ayumu Sasaki, donc le pilote Tech 3 qui a lourdement chuté à Barcelone dans le dernier tour, ne roulera pas pour ce GP. Il n'est pas totalement rétabli de sa commotion cérébrale qu'il a subie lors de l'accident. Il y en a pas dit plus, mais bon, c'est quand même pas terrible si je sais pas s'il a des vertiges ou s'il se sent toujours pas remis après 15 jours, c'est quand même qu'il a pris cher. Hein. Ouais, c'est clair, d'autant que là il y a un gros tunnel de Grand Prix et effectivement, ouais. On lui souhaite un prompt rétablissement, évidemment. Une petite news en Moto 2 pour continuer avec la structure d'Aki Haro et KTM qui prolongent leur partenariat en Moto 3 et Moto 2 pour 5 ans supplémentaires. Pour rappel, ils ont commencé leur collaboration en 2012 avec le titre pour Sandro Cortez en Moto 3. Leur collaboration jusqu'à aujourd'hui, c'est tout de même 83 podiums, 39 victoires en Moto 3 et 21 victoires et 57 podiums en Moto 2. Un petit palmarès pas dégueu. Ouais. En MotoGP, des news de Gresini Racing du coup qui reprend sa totale indépendance l'année prochaine. Ils ont signé avec Ducati pour la fourniture du matériel et des motos et ils annulleront Enea Bastianini et Fabio Di Gianantonio. Flexbox sera le sponsor principal de l'équipe et le contrat avec Ducat court sur les saisons 2022 et 2023. Et pour finir les news, une petite info en World Superbike. D'après MCN, les rounds qui devaient clôturer la saison en Argentine et en Indonésie n'auront finalement pas lieu cette année à cause de la pandémie. Un petit commentaire sur toutes ces news ? Ouais, bah alors après, juste la dernière news, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas été confirmé officiellement. C'est une indiscrétion de Motorcycle News, le magazine anglais. Mais voilà quoi. Non, mais pour Gresini, je suis content qu'il continue. Après le décès de Fausto, c'était pas gagné, et puis qui se sépare de la structure Aprilia. Après, pour Aprilia, c'est difficile de repartir de zéro, mais je pense que c'est pour le mieux pour Gresini, sinon ils allaient se faire vraiment trop peut-être absorber. Après, faut voir qui reste dans le team Gresini et qui reste chez Aprilia, parce que Aprilia, ils vont pas vouloir partir avec des techniciens qui connaissent pas forcément la machine non plus. Ouais. Donc ça va être un grand bouleversement pour les deux équipes, quoi. C'est clair.
Moi, je trouve juste ça. Alors, c'est très bien qu'ils signent Ducati. Maintenant, bon, a priori, il y a l'histoire de savoir quel Ducati ils auront pour l'année prochaine, quelle moto. Et surtout, ce que je trouve dommage, c'est que eux parlent de signer avec Ducati. Rossi, enfin le team de Valentino Rossi parle de signer Ducati. J'espère qu'on va pas se retrouver comme en Super Sport avec à la fin une coupe Ducati et puis quelques autres avec d'autres marques. C'est juste ça que je trouve dommage. Maintenant, c'est bien pour l'équipe. Effectivement, c'est vu le palmarès de cette équipe-là. C'est bien qu'ils changent de constructeur et qu'ils repartent sur une moto. Ouais, après peut-être pour Ducati, la question qui va se poser, s'ils se retrouvent avec 9 motos, c'est ça en tout 8 motos, 8, plus 8 éventuellement les wildcards de Pyro, ça ferait 9, ouais, effectivement. Ouais, ça fait que là, il va falloir gérer le budget parce qu'ils vont pas pouvoir donner les nouvelles pièces à toutes les teams en même temps. La question, c'est de savoir comment ils vont gérer ça. Et alors, effectivement, après, sur les questions compétitivité, on n'a pas envie effectivement d'avoir une coupe Ducati. Après, le paddock est quand même relativement équilibré. Aujourd'hui, on voit des équipes comme KTM qui commencent maintenant, et on vous spoile pas la suite, mais KTM qui commence à prendre de l'importance. Suzuki qui va forcément s'améliorer aussi. Donc là, on a quand même un plateau très équilibré, et je pense pas que 9 Ducati change grand chose à cet équilibre-là. On verra. Après, je pense que pour Ducati, c'est un tout. Ils doivent proposer déjà un prix qui est intéressant, mais aussi peut-être un peu plus de support aux constructeurs, un peu plus d'accompagnement de SAV, de SAV, et peut-être des motos aussi un peu plus récentes ou avec ou en promettant des évolutions en cours de saison, ce que ne font pas forcément les autres teams, parce que je comprends pas pourquoi il y aurait un attrait si fort pour les teams satellites envers Ducati. Bon, moi, j'ai pas besoin qu'on me vende ça moins cher pour prendre Ducati, mais voilà, je veux dire, un team comme Gresini ou VR46 qui a des liens très forts avec Yamaha, si ils sont plus proches de Ducati dans les négociations, c'est quand même qu'il doit y avoir un facteur qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui est visiblement décideur. Peut-être que par exemple Yamaha ne veut donner que une seule moto de l'année à son team satellite, alors que Ducati est prêt à vendre 2 motos de l'année s'il faut, quoi. Je sais pas. Ouais. Bah, on verra bien comment ils arrivent à organiser tout ça. Et puis de toute façon, c'était la seule team avec autant de teams satellites déjà de base, enfin la seule marque avec autant de teams satellites, donc apparemment effectivement ça les dérange pas trop d'avoir beaucoup de motos à gérer. Ouais. Bah, on va passer à la Moto 3 du coup. C'est Pierre qui va nous raconter ça du coup. Oui. Alors ça commence directement en Q1. Donc Darren Binder qui s'était ici en tête de la séance est sorti des stands mais sans forcément regarder ce qu'il y avait sur la piste. Donc lors du premier virage, il vient percuter le jeune pilote Joel Kelso, le local il me semble. Donc c'est lui qui chute, hein. Il y a que Binder qui chute. Kelso il réussit à se rétablir et à continuer son tour. Et du coup, Darren Binder prend un drapeau noir pour la Q2, pour laquelle il s'était qualifié, et partira finalement 18e. Sortent également de Q1 Honshu, Matsuya et Yuki Kuni qui se qualifient pour la Q2. En Q2, c'est le Tchèque Filip Salač qui prend la pole pour la première fois de sa carrière, devant Denis Foggia et Tatsuki Suzuki. Lorenzo Felon fait une qualif incroyable, vraiment, et partira 6e de ce Grand Prix. Pedro Acosta, le leader au général, partira seulement de la 13e position. On a vu que, de toute façon, c'était pas un problème pour lui. Et son rival au championnat, Sergio Garcia, partira, lui, de la 14e position. Jaume Macia, lui, de la 17e. C'est parti pour la course, donc 27 tours, on a Suzuki qui prend un bon départ devant Toba et McPhee. Felon reste bien accroché à sa 6e place lors des premiers tours. Darren Binder, en plus de son drapeau noir, doit effectuer un ride-through dans la pit lane en course pour gérer sa pénalité. Il le réalisera au 4e tour, à ce moment-là il était 10e. Ça joue serré avec un groupe devant d'une dizaine de pilotes. Acosta fait partie du lot, ainsi que Felon, Foggia, Suzuki et Toba. Yuki Kuni va chuter en perdant l'avant au virage numéro 13 dans un contact avec Jaume Macia, qui prendra du coup un long lap de pénalité suite à cette touchette. Rodrigo, lui, va chuter sur un gros high side. Denis Honshu va venir toucher Fenati à l'intérieur du virage numéro 2 et chuter. Yamanaka, qui est juste derrière, parce qu'il roule en paquet, va relever légèrement la moto, prendre les freins pour éviter Honshu qui traverse la piste, donc de la droite vers la gauche, depuis l'intérieur vers l'extérieur du virage. Et Felon, qui est derrière Yamanaka, lui, il va perdre l'avant, tout simplement. Je pense qu'il a été surpris sur cette manœuvre et va chuter dans le même virage. C'est le Turc va pouvoir lui repartir. Le Français va abandonner alors qu'il était à ce moment-là en 11e position.
Salac est 18e à ce moment-là, qui avait fait la pole en difficulté, abandonne. Jaume Masia va chuter et percuter Artigas. Yamanaka, Rossi, Nepa vont également chuter sur un incident qui implique Fenati. Devant sa bagarre serrée entre Foggia, Suzuki, Garcia, Acosta et Alcoba. Au final, pas de suspense, hein, c'est Acosta qui l'emporte devant Toba et Alcoba. Mais ce dernier devait rendre une place lors du dernier tour pour des limites de piste dépassées. Il ne l'a pas fait. Donc il est rétrogradé d'une place et c'est du coup Denis Foggia qui prend la 3e marche du podium. Même sanction également pour Sergio Garcia et Suzuki, mais qui étaient plus en retrait. Alors, surprise, donc Acosta domine toujours avec 145 points. Deuxième au classement, Sergio Garcia, 90 points. Et étrangement, un autre Espagnol à la 3e place, Jaume Masia, 72 points. Felon n'a malheureusement toujours pas marqué de points en championnat. Bon, on peut enchaîner tout de suite, je pense, sur lui, parce que franchement, il a fait un week-end où il a montré autre chose, ça y est. Effectivement, il y a eu un déclic, hein, clairement, ce week-end-là, on l'a vu dès les essais. On a senti qu'il était bien sur ce circuit, bien sur sa moto. Déjà, cette Q2, on s'est dit cool. Et le fait qu'il arrive à se qualifier 6, je pense qu'il y a un gros gap de passé. C'est vraiment dommage à la fin qu'il se bourre, mais bon, c'est la course. Hein, et puis, on sait tous qu'en Moto 3, ça se joue des coudes tout le temps. Donc, il n'y a pas vraiment de moment où t'es tranquille, surtout quand t'es dans le paquet de tête. Donc forcément... Mais c'est ça, justement, il roule plus tout seul, là, donc faut qu'il apprenne à gérer un peu ces combats, et puis toutes les bagarres, quoi, comme Fenati, on sait qu'il avait un peu de mal aussi sur ce type de configuration. Lui, là, il va apprendre ça. Mais clairement, j'étais surpris. Bon, en course, il reculait progressivement. Il était 11e quand il chutait, il est parti 6e. Mais il était dans le rythme, et de toute façon, c'est ce qu'il lui fallait, quoi. C'était une course référence. Alors là, il va pas au bout pour une raison qui est pas tout à fait de sa faute, hein, même si forcément il est en partie responsable. Mais clairement, c'est cool pour lui. J'espère qu'il va confirmer quelque chose à SN. Ouais. Un petit mot, Paul, sur Felon? Impressionné de le voir 6e, surtout quand on voit les courses qu'il faisait avant, où même si c'est toujours solide, malheureusement, il marquait pas de points. Là, il se qualifie 6 et, comme vous l'avez bien dit, il arrive à tenir le rythme. Je m'attendais, moi, à ce qu'il se fasse vraiment décrocher tout de suite. Pas du tout. Donc, non, c'est bon pour lui pour la suite. D'autant que c'est un pilote, j'avais regardé un petit peu, il a que 2 vraies saisons derrière lui, en fait. Hein. Donc, du coup, avec peu d'expérience, il arrive à tenir le rythme. Il a une bonne équipe, donc vivement le prochain AGP qu'on voit s'il peut réitérer la chose et cette fois-ci performer. Alors on peut, je vais être ironique un peu, mais on peut noter un autre qui pour le coup finit sa course, c'est McPhee pour une fois qui finit mais 11e. Pierre, tu voulais nous en parler un peu de McPhee? Ouais, quand il était pas dedans, même pour je vais pas dire de bêtises, pour les qualifs, je sais plus le truc en tête, mais bon, il part un peu loin. Malgré son bon départ où il est 3e au premier virage, c'est pas là où on l'attend, quoi. 11e, c'est pas ce qu'on attendait de lui en début de saison. Il était un des challengers pour le titre. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé sur les premières courses où il est aussi dans des accidents dont il est pas responsable. Mais là, quand il finit sur ses roues, il doit finir dans le top 5, quoi. Voire podium. Donc là, c'est trop loin pour lui. Moi, je pense que de toute façon, c'est que pour le championnat, vu ce que fait Acosta devant, c'était cuit. Mais je suis quand même déçu de sa saison jusqu'à présent. Ouais, c'est dur. McPhee, moi je fais partie de ceux qui avaient, moi j'aime le pilote. Je pensais qu'il allait nous faire une superbe saison. C'est exactement l'inverse. Donc c'est pour un gars qui on le rappelle à chaque épisode, mais c'est sa dernière saison en Moto 3. Je ne sais même pas comment son manager ou si c'est lui qui gère sa carrière peut aller négocier une place dans une autre écurie l'année prochaine. Là, en Moto 2, ça va être compliqué avec des résultats comme ça. Franchement, je sais pas ce que ça va donner pour lui derrière, mais clairement, oui, c'est après, la ça peut être un déclic aussi. Il sait que c'est sa dernière saison en Moto 3. Enfin voilà, après, on va pas... On verra ce que décide son team, mais c'est vrai qu'il est dans la filière Petronas. Il suffit que Rossi prenne sa retraite l'année prochaine, que Morbidelli rejoigne la VR46, le team VR46.
Le team Petronas, ils vont forcément faire monter soit Vierret, soit Dixon de Moto2 dans leur team officiel MotoGP. Peut-être les deux, même si je pense pas que les deux soient au niveau du MotoGP. Bon, 1 sur 2, on va dire. Et du coup, ça libère une place en Moto2. Ça veut pas dire que McPhee est prioritaire, mais ça lui laisse une porte de sortie qui, a priori, toute tracée. Maintenant, même, effectivement, c'est sûr que c'est mieux de briller pour pouvoir avoir cette chance-là de passer en Moto2, quoi. Ouais, et puis à ce niveau-là, il suffit pas d'avoir un peu de talent, il faut avoir des résultats. Effectivement, McPhee, pour le coup, il a le talent, on le voit bien, mais les résultats suivent pas, et comme tu le disais très justement, Pierre, à mon sens, le fait qu'il finisse pas des courses dont il n'est pas responsable de sa chute, ça s'entend, enfin ça peut s'entendre en tout cas. Là, qu'il finit une course mais que 11e alors qu'il se qualifie 4, hein, quand même, c'est un peu dommage, ouais. Mais bon, c'est facile à dire derrière un micro, ce que je dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler. 4e victoire et 5 podiums en 8 courses pour Acosta, du coup. Après avoir fini 8, 8 et 7 lors des 3 précédents GP. Plutôt bien. Ouais, clairement. Moi, je suis content pour lui, mais j'avais eu un doute en disant ça, il marque le pas, parce que ça fait quand même 3 GP où il était pas du tout mauvais, hein. Mais il était dans le coup même en course, mais on avait l'impression soit qu'il pouvait pas faire plus, ou soit qu'il gérait. Vu comment il s'arrache la victoire aujourd'hui, encore une fois, il est toujours aux avant-postes, mais il prend pas de risque. Et sûrement, il donne le dernier coup de collier dans le dernier tour où il met tout le monde d'accord. Tu dis qu'en fait, les 3 courses d'avant, il sentait pas d'aller à la victoire, il manquait peut-être quelques dixièmes. Et puis, donc il était déjà en gestion, quoi, un minot de 16 ans. C'est ouf. Non, mais vraiment, j'ai plus de superlatifs pour ce garçon. Ah, puis là, 55 points d'avance, ça commence à être une valise, là, c'est dramatique, quoi. Il peut se permettre 2 courses blanches quand on sait en plus qu'en Moto 3, on n'a jamais le vainqueur avant le dernier tour, de toute façon. Donc là, c'est exactement ça. Il est monstrueux, ce garçon. Lui, il se trace un chemin droit vers le titre. Ouais, c'est hallucinant. Il est régulier. Enfin, je veux dire, il chute pas. C'est pas parce que tu dis qu'il a un matelas de résultats blancs, ce qui est vrai, mais tu vois, un McPhee, il les aurait déjà perdus facilement, ou même Lowe, ça lui est déjà arrivé, et lui, il est régulier, quoi. Donc, au bout de 8 courses, 55 points d'avance, on voit pas, non, 7 courses, j'ai dit 8, j'ai un doute. En tout cas, c'est une sacrée performance. Bon, quand même, faire gaffe à Garcia, qui était bien revenu derrière ses dernières courses, mais ça suffira pas si ça continue comme ça, quoi. Ouais, c'était la 8e course, du coup, ce week-end. Effectivement, bien vu. Ouais, Paul, tu voulais nous dire un petit mot aussi sur les pénalités qu'on a vues. Ouais, j'ai pas vraiment compris les décisions de la direction de course, notamment des fin de course, du coup, des rétrogradages, c'est ça, pour dépassement des limites. Ça encore, on voit bien à la télé que oui, sur le dernier tour, effectivement, c'est Alcoba qui prend vraiment. Là, pour le coup, il y va franchement, quoi. C'est pas, il a à peine effleuré le capteur, etc. Non, il est franchement sur la ligne blanche, il est gaz en grand, ça pas de problème. Non, c'est plus par rapport au moment de la chute qui implique Mazia et Artigas, celui qui fait tomber au début de Artigas, voilà. Où quand on regarde la caméra, ouais, il est à l'intérieur. Bon, j'ai pas forcément l'impression qu'il le touche beaucoup, mais le dépassement, en tout cas, c'est un dépassement où il se rabat. Bon. Soit, donc là il prend un long lap. Par contre après on a Fenati qui nous emporte un pilote façon Iannone et lui par contre il ne prend pas de long lap. Donc là j'ai pas compris. Très honnêtement, là je me suis dit bizarre. Je veux bien qu'on serre la vis tout de suite, mais là j'ai honnêtement pas compris la différence entre les deux. Surtout que Mazia clairement c'est vraiment pas volontaire, c'est propre, c'est juste qu'il est sur la trage et que pour moi Artigas c'est peut-être un petit peu hors trajectoire, il force un peu et ça glisse, quoi. Donc on sait que c'est pas le genre de pilote à striker volontairement ou à tenter des dépassements impossibles, enfin contrairement à Binder pour le coup. Tout à fait, donc qui lui se foire. Oh là 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 là. Ah oui, la Binder en Q1 c'est ah oui, là, pousse-toi de là que je m'y mette, et puis sévèrement. C'est quand même la base j'allais dire du sport moto, mais en tout cas de la pratique de la piste, qu'on soit amateur ou pro, et même quand on est amateur, on nous le dit bien, quand vous arrivez sortie de stand, les prioritaires absolus, c'est ceux qui sont sur le circuit, ce qui paraît totalement logique, c'est prio à droite, au final.
Et le voir sans regarder y aller franco, en plus pneus. Bon, les pneus, ils sont chauds avec les couvertures chauffantes évidemment, mais bon, ils sont pas aussi chauds que le fait de rouler avec. Effectivement, c'est pas grand chose à dire. Hein. La pénalité est clairement méritée et c'est quasi gentil, quoi. Enfin, on aurait pu s'attendre à peut-être un petit plus. Je sais pas quoi après, mais j'ai pas une petite amende ou quelque chose du genre pour après course. Je sais pas, peut-être il sait sûrement faire monter les bretelles par tout le monde. Bah, il y a de quoi, hein, donc il se prend un drapeau noir. Je trouve dommage que du coup, c'est un peu tardé la sanction et qu'ils aient pas fait passer le 5e de Q1 en Q2 à sa place. Ouais. Mais bon, ça a pris un peu de temps. C'est le problème des directions de course en moto. Et puis les séances sont très rapprochées aussi. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que l'espèce de temps de latence qu'il y a pour prendre une décision assez évidente au final. Oui, parce que ça peut surprendre, ouais. Le pauvre, il est en piste, il va faire sa Q2, on lui sort un drapeau noir. Sur le coup, il a dû se demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce qu'il a pas forcément fait le lien avec la séance d'avant. Bah oui, c'est clair. Il s'était rien pris. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti avec une moto 2 ou? C'est ça. C'est pour ça qu'on fait le drapeau noir. Et puis après, je sais aussi pourquoi il est sorti un peu vite de la pit lane, c'est qu'il était même pas sûr de pouvoir finir son tour de sortie pour pouvoir attendre pour pouvoir faire au moins un run d'un tour pour les chronos, quoi, de la Q1. Donc, mais ça, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement en Moto 3. C'est assez dingue parce que ils ont alors les commentateurs Canal en ont parlé ce week-end, mais c'est vrai que ils ont le chrono comme nous on l'a à la télé. C'est quand même dingue qu'ils soient pas foutus de savoir à quel moment il faut sortir pour être sûr de pouvoir claquer un tour en fin de séance. Enfin, c'est assez étrange. Et d'ailleurs, il y avait une course, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait carrément 10 ou 15 pilotes qui ont pas pu boucler un seul tour parce qu'ils sont partis trop tard. C'est assez dingue. En moto, en F1 aussi, ça arrive, c'est arrivé. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Moto 3. On va passer à la Moto 2, du coup, si vous le voulez bien. Et c'est toujours toi, Pierre, du coup, qui t'y colle. Mon pauvre. En Moto 2, donc, pour faire court, en Q2, c'est Raúl Fernandez qui signe la pole et il prend aussi le record du circuit. Devant Fabio Di Giannantonio et son coéquipier Rémi Gardner. Donc, Bezzecchi partira 4, Viré 5, Navarro 6, Lowes, lui, partira 7ème. En course, donc, Raúl Fernandez fait le all shot devant Rémi Gardner et Xavi Viré, alors que Simone Corsi lui part à la faute dans le premier virage. Les deux pilotes Ayo roulent tout de suite sur un rythme 1 seconde plus rapide que les autres. Et Gardner double Fernandez pour la tête de course assez rapidement, je sais plus si c'est le 2e ou le 3e tour. Fermín Aldeguer, l'Espagnol, va chuter au virage numéro 3 et Raúl Fernandez va faire de même un tour plus tard, alors qu'il tentait de rester accroché à la roue de Gardner. Après 5 tours, Rémi Gardner possède 5 secondes d'avance sur le peloton, emmené par Aron Canet et devant Marco Bezzecchi. Du coup, Gardner coupe un peu, mais histoire de toujours garder une zone de confort. Lorenzo Baldassari part à la faute au virage numéro 8, suivi quelques secondes plus tard par Augusto Fernandez. Canet se dégage un petit gap et derrière c'est Bezzecchi qui se bagarre avec Di Giannantonio pour la 3e place. Viré part à la faute à 2 tours du drapeau à damier. Et Ayo Gura... j'avais précisé un tour même parce que c'était le premier virage du dernier tour. Ah oui, on peut voir ça comme ça. Ayo Gura et Joe Roberts font de même dans le dernier tour. Rémi Gardner donc gagne la course devant Aron Canet et Bezzecchi. Di Giannantonio finit 4 et Sam Lowes finit 5. Et tout ça au championnat, du coup, ça nous donne... Donc Rémi Gardner qui conserve la tête et qui accroît son écart avec 164 points devant Raúl Fernandez, 128 points. Et Bezzecchi s'accroche comme il peut, 117 points. Merci Pierre du coup, et je vais tout de suite donner la parole à Paul qui comme nous a constaté la grosse domination des KTM à Jo pendant cette course. C'était assez dingue. Pendant cette course et puis puis pendant cette course là on le voit parce qu'il y a effectivement des secondes et des secondes dès le départ, hein. On les voit partir tous les deux. Bon, Gardner il colle 5 secondes à la fin. Bon, Fernandez est tombé, mais c'est vraiment moi je me demande ce que font les autres teams de pointe avec les châssis Calex, parce que là clairement il y a une équipe qui arrive à les mettre au point partout. Et ils sont devant quasiment tout le temps, quoi. C'est depuis le début de la saison, c'est un festival, quoi. Donc ils sont vraiment très 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 impressionnants là.
pour les arrêter, ça va être très très compliqué. Hein. Parce que quand c'est pas l'un, c'est l'autre en plus. Donc là, ça va être, ça va être dur. Avec une telle avance pour une seconde sur un tour, sur le premier tour, c'est-à-dire avec le réservoir d'essence plein, ce que disait Jules Danilo sur Canal, c'est qu'il y avait en gros 18 kilos d'essence, du coup, à peu près 18 kilos d'essence au premier tour. Mettre une seconde à tout le monde à ce moment-là, c'est quand même assez dingue. Bon, les autres ont 18 kilos aussi, mais effectivement, ils tournaient dans quasi les mêmes temps qu'en qualif, alors qu'ils avaient le réservoir plein, ce qui était assez dingue. Oui, et puis il faut noter qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes compétences. Rolf Fernandez est très très fort sur les qualifs et les pôles. Par contre, c'est vrai que Rémi Garner a un petit truc en plus en course. Voilà, après, là, il y en a un qui est tombé. Et puis derrière, oui, effectivement, il y a un gap. Et puis il y a que Bezeki qui arrive à lutter un petit peu à son niveau, parce qu'effectivement, je pense que là, c'est la machine. C'est pas le talent qui manque à Bezeki. La machine fait la différence. C'est dommage. Maintenant, voilà, on voit qu'avec la chute de Rolf Fernandez, il recolle à 9 points de Rolf Fernandez. Mais il va lui falloir un peu plus de ça, ou alors que la VR46 trouve quelque chose cet été pour revenir au niveau de la IO, quoi. Un kit nitro, quelque chose, non, comme ça. Un petit turbo. A priori, c'est pas le moteur, ils ont tous le même. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Où est-ce que tu avais mis Pierre sur le conduct, c'est qu'évidemment Garner devient le premier Australien à gagner 3 courses consécutives en catégorie intermédiaire. Et ce que j'avais rajouté, c'est qu'effectivement Garner, là, il a maîtrisé sa course à la perfection. C'est lui d'ailleurs, à mon sens, qui fait chuter Raoul Fernandez de façon indirecte, parce que le Fernandez, on sentait bien qu'il forçait vraiment pour rester au contact de Garner. On voyait à chaque secteur, centimètre par centimètre, Fernandez s'éloignait de Garner, et il perd l'avant dans le virage 3. C'est bien la preuve qu'il forçait pour revenir sur Garner, mais Garner était vraiment sur une autre planète pendant cette course. Petit truc rigolo, c'est que une palme pour la Real de la Dorna qui nous a gratifié d'un superbe ralenti du départ au moment où Fernandez s'est craché. Voilà, donc c'était la petite pique gratuite de l'épisode. Tout ceci étant dit, on passe maintenant au résumé de la course MotoGP de ce Grand Prix d'Allemagne, et c'est moi pour le coup qui vais m'y coller. Alors pendant les essais, on se rend compte que Marc Marquez a passé un cap par rapport au GP précédent. Il a l'air beaucoup plus à l'aise sur la Honda. Et en qualif, c'est finalement Zarco qui décroche la pole de manière assez surprenante finalement, suivi par Quartararo. Alex Espargaro est en première ligne. En deuxième ligne, on a Miller, Marc Marquez et Miguel Oliveira. La course commence sous un ciel gris menaçant. Le hot shot est pour Alex Espargaro, collé par Marc Marquez qui jaillit de sa 5e place. Zarco lui redescend à la 3e place, suivi par Quartararo. Et sur ce circuit surnommé le Tourniquet, les dépassements ne sont pas faciles. Au dernier virage du premier tour, Marc Marquez prend finalement l'avantage sur Alex Espargaro. Derrière, pas grand chose à signaler, sauf le beau début de course de Binder qui a déjà gagné 5 places. Au 5e tour, Petrucci et Alex Marquez s'accrochent et ne pourront pas repartir. Le frère Marc, lui, ne sera plus inquiété de toute la course. Il fait le break à la fin du 10e tour, au moment où le ciel menaçant du début de course laisse tomber quelques gouttes, conduisant la direction de course à sortir les drapeaux blancs et autorisant du coup les pilotes à changer de moto. Tout le paddock ralentit son rythme d'une seconde, sauf Marc Marquez du coup qui ne semble pas du tout inquiété par la fine pluie qui tombe. Et finalement la piste va sécher très vite. Pendant ce temps-là, nos deux Français ont perdu quelques places, ils se retrouvent 5e et 6e. Entre eux et Marquez, Aleix perd 2 positions et se retrouve 4e, doublé par Miller puis par Oliveira qui lui aussi remonte fort. Après quelques tours, la menace de la pluie a complètement disparu. Quartararo retrouve son rythme et passe Zarco pour partir à la poursuite d'Aleix Espargaro. Miller, lui qui était 2e, se fait doubler par un Oliveira en feu qui multiplie les records du tour en course. On est alors à peu près à la moitié de la course. Marc Marquez a alors 2 secondes d'avance. Quartararo se débarrasse finalement d'Aleix puis de Miller. L'Australien a l'air bien en difficulté sur cette fin de course. Sur les 10 derniers tours, pas grand chose à signaler. Non, je déconne, Zarco perd encore une place, malheureusement. Binder, lui, revient très fort et Oliveira n'arrivera finalement pas à rattraper Marc Marquez qui signe là sa 11e victoire consécutive, sa 11e victoire tout court sur ce circuit. Consécutive quand même pas, peut-être pas abusé, c'est déjà énorme ce qu'il a fait. Classement final, Marquez premier du coup, Oliveira 2e, Quartararo 3e, Binder 4e, Bagnaia, Miller 6e, Aleix Espargaro 7e et Zarco 8e.
Le classement championnat, le voilà, ça nous donne Quartararo toujours en tête avec 131 points, Zarco deuxième 109 points et Miller qui passe à la troisième place avec 100 points. Marc Marquez, lui, entre dans le top 10 avec 41 points. Et pour lancer notre débat sur la course, du coup, ça paraît évident. On va parler de Marc Marquez, qui est l'auteur d'un des plus grands comebacks de l'histoire du MotoGP et de l'histoire du sport tout court. Paul, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as à dire sur Marc Marquez? Si tu as des choses à dire. Fan de Rossi devant l'éternel, mais Marquez au départ, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Forcément, avec les années, avec les idiots qui changent pas d'avis, Marquez... merveilleux. Moi, je pensais qu'il allait s'écrouler, très honnêtement. Je pensais qu'il essayait de mettre du gap et qu'à la fin de la course, ça allait être ultra compliqué pour lui. J'avais pas mis un copec dessus avant le début du GP, même s'il est à Cervera, hein, il est chez lui par là. Hein, c'est son circuit, c'est sa maison. Mais là, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Hein, j'ai bondi sur le canapé, ultra content. On le voit pleurer à la fin. Donc c'est vraiment que là, il en rajoute pas. Il y a aucun moment où c'est une joie feinte ou quoi que ce soit. Le voir revenir, c'est juste. On savait que c'était un extraterrestre, mais j'espère que c'est juste parce que c'était le Sachsenring, parce que sinon la fin de saison va être. Manquer de suspense. Là, on va se marrer là. Ah là, ça va être. Non, on aimerait bien que Quarta gagne quand même. Ou on a deux Français devant, autant qu'on en profite. Mais là, s'il revient, les bagarres vont être juste magnifiques. Là, ça va être quelque chose. Pierre, un petit mot sur Marquez. Comme je l'avais posté sur Twitter, franchement, j'aime pas dire que je suis pas un fan de Marquez, mais j'étais vraiment ému pour lui. J'ai vraiment ressenti quelque chose à sa victoire. Ça m'a vraiment fait plaisir, en fait, comme si une Ducati ou un Français pouvait gagner la course. J'étais content qu'il me mette son calvaire derrière lui. Alors encore une fois, tout n'est pas réglé, hein, tous ces problèmes ne sont pas réglés. On verra ça à Assen, mais clairement, voilà, il est de retour. Il peut encore gagner des courses. Son talent, il est là. Après, c'est un circuit qui tourne à gauche. Il y avait 15 jours de repos, à voir ce qu'il peut répéter ses exploits, mais il a sa vitesse, il maîtrise la Honda, il montre encore une fois que la Honda elle marche bien. Avec lui. Comme la Yamaha marche qu'avec Quartararo visiblement. Mais non, mais voilà, c'est vraiment, j'étais vraiment content de le voir là. C'est une super victoire. Alors oui, il n'y avait pas beaucoup de bagarre devant du coup. Mais bon, le circuit veut ça aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Sachsenring, c'est c'est un tourniquet, comme je disais, et les dépassements sont pas évidents du tout. Ouais, c'est vrai que la piste est assez étroite aussi. Mais voilà, Oliveira s'est accroché quand même, il nous a fait des belles choses. Donc franchement, très content pour lui, pour Marquez. Ouais. On l'a senti mort de faim sur ce circuit, il l'a dit, sur ce GP, il l'a dit. D'ailleurs, on sentait qu'il a dit en fin de course, genre, je crois que c'est à la fin, en interview de fin de course, il avait dit que s'il voulait tenter quelque chose, c'était là qu'il fallait le faire. Et c'est à ça qu'on reconnaît les extraterrestres champions comme Marquez en est. C'est que il se dit que c'est là qu'il faut faire quelque chose et c'est là qu'il fait quelque chose et qu'il remporte un Grand Prix au moment où plus personne ne l'attendait, quoi. Enfin, à moins d'avoir vu les essais où effectivement on l'a senti beaucoup plus à l'aise. Et je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pendant le compte-rendu, mais par rapport au dernier GP où il avait encore beaucoup de mal à enchaîner les tours, etc., là on avait l'impression qu'il était revenu normal, quoi. Bon, sans ultra dominer les essais, mais au moins il était là et on s'est dit il va peut-être se passer quelque chose ce week-end. Un petit mot peut-être sur Honda, parce que alors moi vu qu'on parle de Marquez, on va parler de Honda. Du coup Marquez, je sais pas si vous êtes au courant, mais il avait un nouvel aéro sur le train avant. Les aéros c'est rarement sur le train arrière. Quoique si Ducati l'a inventé. Non, c'est interdit sur certaines parties arrière de la moto. Sur certaines parties. Ça refroidit le pneu. Oui, ça refroidit le pneu. Mais alors du coup, une nouvelle aéro style Yamaha pour Marquez sur sa Honda. Ça a l'air d'avoir marché. On va vite savoir si c'est ça qui a changé quelque chose ou pas. Moi, la question que je me pose, la réflexion que je me suis faite, c'est que
bordel, ça va. Alors, Honda était très content de cette victoire, on les comprend, hein, forcément, dans la team, ils étaient tous fous de joie. Mais quand on voit le résultat des autres pilotes Honda pendant cette course, ça fait mal. Hein. Marquez se bourre du coup. Bon, c'est pas pire que les deux autres Yamaha, même les trois autres Yamaha par rapport à Quartaro, mais Espargaro finit 10, Nakagami finit 13, voilà, et Marquez du coup gagne. Moi j'ai peur que ça... On s'était dit ça va peut-être les remettre en question sur la façon de concevoir la moto pour qu'elle soit peut-être un peu plus facile, mais au moins garantir des résultats assez réguliers. Là, la victoire de Marquez, moi c'est le sentiment que j'ai eu sur le moment. Je sais pas si vous avez eu le même, mais je me suis dit, là Honda, en fait, ils vont refaire une moto pour Marquez. Ils ont vu que Marquez était revenu au plus haut niveau et avait la forme pour finir un GP en tête. Ils ont plus aucune raison de se dire on va faire une moto normale, quoi. Oui, et puis surtout, Marquez, il gagne 6 secondes d'avance sur le deuxième. Ouais. Effectivement, moi bon après voilà, ils risquent de retomber dans leur travers. Moi je pense que ça leur a quand même servi de leçon, hein. Faut pas croire qu'ils sont aussi entêtés que ça, surtout que Puig lui-même il était absent du team pendant quelques grands prix à cause de sa maladie. Donc je pense que chez Honda au Japon ça va réfléchir sur l'avenir vraiment de la moto, du team et des pilotes. Paul Espargaro voilà, il fait pas une Lorenzo non plus, mais clairement il a des difficultés d'adaptation à la moto qui est compliquée. Et en plus c'est un mec saignant, enfin on sent bien que c'est un pilote qui s'énerve assez facilement, qui est pas patient et qui du coup s'énerve là il a déclaré qu'il allait regarder les datas de Marquez et calquer ses réglages sur lui à partir de maintenant. Ça veut dire qu'il le faisait pas jusqu'à présent. Oui. Bon, pourquoi pas. Après, il y avait l'histoire de Paul qui réclamait que Honda récupère des concessions pour travailler un peu sur le développement de la moto. Avec la victoire de Marquez, c'est sûr que cette idée est passée aux oubliettes, même si c'était déjà pas très réglementaire. Il devrait vraiment se concentrer sur s'acclimater avec la moto. Après, il y a des mariages qui réussissent pas, hein. Zarco, KTM, Lorenzo, Honda, enfin voilà, on l'a vu. J'ai pas de raison. Ducati. Oui, c'était quand même bon. Rossi, c'était quand même différent. Oui, il faisait des top 10, même des top 5. Bon, c'était pas évident, mais voilà, c'était pas à ce point-là. Après, Rossi, c'est pas la même gamme de talent que Paul Espargaro, je pense. Non, pour revenir à Honda, vraiment, moi j'attendais Nakagami cette année parce qu'il avait fait une bonne fin de saison l'année dernière. Alex Marquez avait fait un bon début de saison l'année dernière et tous les deux ils avaient peu absents, quoi. Ouais, clairement. Ouais, ça va être dur pour eux, hein. Là, honnêtement, je me suis fait la même réflexion qu'Olivier à la fin de la course. Quand il gagne, je dis c'est bon, Honda va continuer d'être Marquez dépendant. Quand il est pas là, ils sont nulle part. Et là, leur dernière victoire, de toute façon, leur titre, leur victoire, etc. Dernièrement, il y a que lui qui arrive à l'amener au bout, de toute façon. Donc, et puis le seul qui arrivait à faire de très bons résultats avec aussi, ils l'ont envoyé à la concurrence en tant que pilote d'essai. Et visiblement, ça marche bien pour les Orange d'avoir récupéré ce pilote-là. Et je pense qu'ils peuvent s'en mordre un peu les doigts pour le coup. Oui, carrément. Et après, faut qu'ils regardent parmi les jeunes pilotes de Moto2 ou alors les fins de contrat qui arrivent l'année prochaine dans les autres teams, quoi. Quel pilote sait conduire une V4, une moto réputée rétive. Moi, j'ai ma petite idée. Chez KTM, il y a un pilote portugais qui montre qu'il a un talent exceptionnel. Moi, je pense que ça pourrait être un mariage qui le fait, qui marche. Après, voilà. Après, ça dépend de ce qu'a envie de faire le portugais en question. Parce que pour le moment, ça marche bien avec Katoche. Donc on parle d'Oliveira, hein, pour ceux qui ne suivent pas trop la moto. C'est une transition toute trouvée avec KTM parce que effectivement, Oliveira, du coup, ça pourrait être intéressant effectivement de le voir chez Honda. Aujourd'hui, en tout cas, on enregistre lundi, le lendemain du Grand Prix, on n'a aucune raison d'imaginer Oliveira avoir cette idée en tête, quoi. Enfin, oui et non. Bon, là, déjà, Oliveira est sur 3 podiums consécutifs, dont une victoire. Donc, on sait que KTM a introduit son nouveau châssis au Grand Prix d'Italie, a changé de fournisseur d'essence, et aujourd'hui, ils ont rattrapé leur retard largement sur la concurrence cette année. Oliveira, pour moi, il a toujours eu mauvaise que
on lui a demandé de rester chez Tech 3 quand Zarco a quitté avec Perte et Fracas le team officiel et que Brad Binder soit monté directement de Moto 2 dans le team officiel à sa place, alors que c'était à lui qu'on lui avait promis la place. Ensuite, qu'est-ce qui se passe il y a à peu près un mois? On annonce avec grand bruit que Brad Binder a signé KTM Factory jusqu'en 2024. Oliveira, lui, son contrat est toujours pas signé. Enfin, l'année prochaine, il est encore chez KTM, mais après, on sait pas. Je trouve qu'il le considère comme un second couteau. Ou en tout cas, depuis l'extérieur, ça donne cette image. Et peut-être qu'au vu des résultats qui sont bien meilleurs pour lui, vu qu'il a gagné 3 Grands Prix avec KTM et que Binder n'en a gagné qu'un. Voilà, au bout d'un moment, ça peut peser. Et puis quand t'as Honda Repsol qui t'appelle, bah écoute, tu réfléchis, quoi. Voilà, Red Bull KTM, c'est très bien, mais c'est Honda Repsol en face, quoi. Tu compares le nombre de titres en catégorie Rennes, je crois qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de titres. Non, c'est sûr. Il n'y a pas la même longévité non plus. Mais oui, c'est vrai, j'avais pas ça en tête. Mais effectivement, le fait d'être un petit peu mouton noir du truc, ça doit pas trop lui plaire. Et c'est vrai que l'ambiance à KTM doit être assez spéciale. D'ailleurs, on sait que c'est en partie ça qui a fait que ça s'est mal passé avec Johan Zarco. Donc, à voir. Bon, lui, il gagne, donc forcément, peut-être que l'ambiance est beaucoup plus simple que s'il se bourrait à chaque GP. Mais ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça. En tout cas, Oliveira, il nous a fait une course incroyable. Encore. Il est en forme, clairement, et la moto marche bien. Et on l'a vu avec Binder qui lui aussi est remonté et a fini 4ème. Oui. Donc grosse perf de Katoche ce week-end-là. Et le week-end prochain, on peut s'attendre à la même chose. Ça va être ça. Ouais. Après, je ne sais pas par contre si ils ont fourni si le nouveau châssis est déjà arrivé chez Tech 3. Ça, par contre, ils ont pas spécialement communiqué, mais c'est vrai que là, voir les KTM devant, moi personnellement, c'est une marque que j'aime bien, même si il y a eu beaucoup d'histoires autour et bon, ça c'est leur sauce interne dans leur comment ils gèrent leur team. Mais là, en plus, Binder, Oliveira, 2 pilotes que j'adore, qui ont des styles de pilotage assez magnifiques à regarder. Et là, le voir devant, à la fin, j'y ai quand même cru en me disant bon, il va peut-être réussir à le rattraper. On le voyait grappiller 10e par 10e, et puis voilà, l'ogre devant on a décidé d'en remettre un petit coup quand même parce que visiblement il en avait encore, et puis Oliveira dans toute son intelligence qui a choisi lui de dire bon bah c'est bon, hein, je l'aurais pas, c'est pas la peine de me mettre par terre, et puis voilà, sans compter derrière la remontée de Binder et puis son classement final qui est magnifique. C'est clair. Ouais, pour Tech 3, c'est vrai que je sais pas non plus ce qui s'est passé. Je sais que ils devaient le tester, le nouveau châssis, aux essais post-Barcelone, mais là je sais pas s'ils l'ont eu sur la course. Dans tous les cas, l'ambiance du team est assez, entre les pilotes en tout cas, est assez tendue parce que bon, on sait qu'il y a un pilote Moto 2 qui monte chez Tech 3 l'année prochaine. On sait pas qui reste dans le team officiel, dans les pilotes actuels, mais Petrucci, quand il a chuté, il a quand même accusé le Quena indirectement les avoir fait tomber, lui et Alex Marquez, parce que par rapport à la conduite qu'il avait juste devant eux en course, quoi, qui était a priori perturbante. J'ai pas trop compris ces explications personnellement. Qu'on accuse un pilote qui roule devant parce que je sais pas ce qu'il faisait. En tout cas, il avait des trajectoires peut-être un peu bizarres, mais bon, en tout cas, c'est Petrucci qui s'est miota avec Alex Marquez, quoi. C'est pas le Quena. Mais en tout cas, rien que le fait de sortir ça en conf, ça dénote une certaine tension. Ouais. Et puis d'autant que Petrucci, c'est alors je sais plus si c'est David Ettardozzi ou un autre ponte de chez Ducati qui a dit que de toute façon, même en Superbike l'année prochaine pour Petrucci, en gros, c'est niet. Donc je pense que lui, il voit les portes se fermer petit à petit pour les gros teams MotoGP s'il n'arrive pas à signer. Donc c'est vrai que ça doit pas être simple pour lui. Ça doit pas être simple pour lui en ce moment. Bon, après, à voir. Hein, il est pas à l'abri de nous faire quand même un coup d'éclat. Il en a déjà fait. Donc, à voir pour la suite. Il est encore long le championnat, mine de rien. Enfin, il reste encore beaucoup de courses. On peut effectivement. On n'est pas à l'abri d'une surprise, effectivement. On n'a pas parlé de Quartararo. Dis donc. Parce que mine de rien, oui, c'est la routine. Mais il nous fait une course à la maturité, j'ai envie de dire, très posée, sans panique, un peu comme il avait fait, enfin comme il a déjà fait cette saison, comme tu le dis, Pierre, comme d'habitude. Mais c'est vrai que encore une fois, signalé, il a pas paniqué, il a doublé
quand il fallait doubler, c'est bah voilà quoi. Enfin, je touche du bois, mais on se demande comment il peut ne pas être champion du monde. Franchement. Bah, sa gestion de course, elle est encore une fois très bonne, effectivement. Il voit que Marquez s'en va, il voit qu'Oliveira le passe. À chaque fois, il fait sa course, il garde son rythme, il perd pas son sang-froid, il réussit à contenir Binder un peu sur la fin. Donc, non, c'est... Ouais, et à se débarrasser de Miller assez rapidement, où on sentait un Miller en difficulté. Lui qui, pour le coup, est censé avoir un peu plus d'expérience que le genou Quartararo. Arrive pas à gérer les moments de moins bien. Quarta en profite, passe sans problème. Ouais, c'est chapeau. Hein. Enfin... Ouais, Miller, il a dit que il était resté trop longtemps derrière Alexis Espargaro et que du coup, à ce moment-là, en fait, quand il était bloqué derrière l'Èche, il avait le rythme pour suivre Marquez. Mais une fois qu'il a réussi à passer à l'Èche, il a senti une perte sur ses pneus, une perte d'adhérence, j'imagine, ou en tout cas un comportement un peu différent. Et du coup, il avait plus du tout le rythme. En fait, il a laissé passer le coche. Et comme du coup, je reviens à ce que tu dis, effectivement, Quartararo a su doubler au bon moment, quoi. À chaque fois, sans perdre de temps, effectivement, c'est assez dingue. Il a dit en conf que pour le coup, il avait quelque chose à améliorer. C'est le freinage d'après de départ. Effectivement, on l'a revu encore. Là, les départs, ça y est, il sait les faire. Clairement, là, on l'a vu ce week-end. Après, le plus dur, c'est de gérer le premier freinage. Et on voit que autour de lui, là, sur le premier freinage du GP d'Allemagne, il se fait embarquer tout de suite. Enfin, il se fait entourer tout de suite. On voit ceux qu'on l'habitude, Marquez forcément, mais tous les autres doubler sans problème, le passer à droite, à gauche. Effectivement, il y a du boulot, mais au moins il est conscient de ses points d'amélioration, enfin des points qu'il faut qu'il améliore, et c'est dingue. Enfin, moi je suis ébahi devant ce gamin, quoi. Clairement. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas son talent, parce qu'on l'avait vu déjà depuis 2 ans, le talent qu'il a, c'est la rapidité avec laquelle il s'est imposé en numéro 1 dans son équipe. Parce que Viñales, pendant des années, il nous a chouiné en disant que c'était Rossi qui l'empêchait de progresser, d'être numéro 1, etc. Non, mais c'est vrai. Et là, on voit qu'en fait, Viñales, quand il a l'opportunité de se poser en patron, en leader, alors pas forcément gagner toutes les courses devant son coéquipier, parce que des fois, son coéquipier est tout simplement meilleur sur quelques courses. Mais là, juste de dire, c'est moi qui dirige le développement de l'équipe, c'est moi qui me pose en patron et c'est moi qui vais diriger le développement, on voit qu'en fait, non, c'est Fabio Quartararo, 22 ans, 3 ans, 4 ans en... 3 ans en MotoGP, qui prend cette casquette-là, et visiblement, le costume lui va bien, quoi. C'est clair. Ah, totalement. Et puis en plus, on voit qu'il est... même quand il est pas bien, il fait 3. Donc voilà, c'est mais il l'avait dit en fin de saison dernière qu'il devrait travailler là-dessus pendant l'hiver. Visiblement, il a beaucoup bossé sur le mental. On le voit différent, même s'il a toujours ses explosions de joie, etc. On le voit différent, beaucoup plus serein. Et voilà, là, il est le premier virage. Je suis d'accord entièrement avec vous. C'est vrai que le freinage est moyen, mais moi, la seule peur que j'ai à chaque fois, c'est de le voir freiner. Oui, il est pas bien. Je me dis, il y en a un qui va nous l'embarquer, il va tomber et la course est finie. Sauf que là, derrière, il restait 27 tours. Bon, ok, il sort 6 ou 7 au premier virage. Effectivement, en partant de la pole, c'est plus que moyen. Parce que mais il finit sur le podium. Donc, l'habitude de le voir en pole aussi. C'est vrai que là, du coup, partant deuxième, voilà, c'est pas génial sa position, mais en attendant, il se laisse ses 27 tours derrière, il remonte. On voit au départ, je me suis dit bon, ça va peut-être être du mal, il va peut-être avoir du mal, ça va peut-être tourner autour de la 7-8e place. En fait, pas du tout. Il a bien géré sa course, il remonte et c'est juste une merveille à avoir piloté. Et pour rebondir sur Viñales, là, alors là, il s'est plaint qu'apparemment Yamaha n'arrivait pas à lui fournir des résultats quant à son problème de pneu arrière depuis X courses. Bon, l'an dernier c'était un autre problème. Là, c'est le pneu arrière. En attendant, dernier, c'est dur. Les 2 autres Yamaha, Morbidelli, on va dire qu'on peut l'excuser. Il a pas celle de l'année, ce qui est juste aberrant.
Mais là, voir la Yamaha officielle, la deuxième Yamaha officielle dernière, et les deux autres Yamaha se battre au fond du classement avec Enea Bastianini qui a pas une moto de l'année, avec Luca Marini qui débute, c'est dur. C'est vraiment très très dur. Pour en revenir à Quartararo, donc avec Viñales qui ne marque pas de points sur ce Grand Prix, Quartararo c'est le seul pilote de la grille qui a terminé dans les points toutes ses courses. Même la course où il a eu un arm pump, donc son problème au syndrome des loges. Donc c'est pour dire le niveau du garçon. Donc même quand il a ses problèmes physiques très très importants, il termine dans les points et c'est le seul à l'avoir fait toute la saison. Donc pas de chute déjà. Et ensuite, il a terminé, je crois, il avait terminé du coup 13e à Jerez. Donc voilà, si on met de ce côté ce résultat qui était, on va dire, mauvais, il termine toujours dans le top 10. Ouais, pas grand chose. Ultra impressionnant. Un mot sur Espargaro, Aleix, pour le coup, qui nous a fait un début de course incroyable aussi. Déjà une belle qualif, évidemment, et un début de course incroyable. Voilà, bravo à lui. Ouais, c'était la première fois qu'Aprilia faisait une première ligne. Oui, peut-être. Non, faisait une première ligne en catégorie Rennes dans l'ère du MotoGP. Donc c'est déjà exceptionnel. Et puis ce que je disais sur le Discord, c'est que si Aleix Espargaro voulait avoir Dovizioso comme coéquipier l'année prochaine, il s'y prendrait pas mieux pour lui vendre cette moto. Non, mais voilà, la moto fonctionne. Aleix Espargaro, il a plein de qualités. Il a peut-être pas eu l'occasion beaucoup de le montrer en MotoGP, même s'il a fait plusieurs équipes. Mais pour moi, Dovi, c'est quand même un cran au-dessus. Après son année sabbatique, je sais pas, on verra. Mais peut-être qu'il manque à cette moto, c'est un pilote d'un calibre un tout petit peu supérieur à Aleix Espargaro. En tout cas, ce que fait Aleix Espargaro, c'est quand même très très bon cette saison. Ouais. Il peut pas faire mieux, beaucoup mieux en fait. Franchement. Plus gérer sa course parce qu'en fin de course, il est toujours en difficulté avec ses pneus. C'est juste ça le petit souci. Il veut trop en mettre trop vite, peut-être. Non, moi, j'avoue que vu ce qu'il fait comme performance, j'aimerais bien avec peut-être un ou deux faits de course de chance en sa faveur, les voir quand même finir. Ils ont pas encore fait de podium. On sait jamais. On sait jamais. J'avoue que j'aimerais bien voir ça. Ça récompenserait une équipe qui bosse mine de rien avec des petits moyens, mais qui bosse et ça fait plaisir de voir voilà toutes les marques représentées, même eux qui trustaient avant le fond du classement. Là, ça y est, quoi, la moto fonctionne. Alléluia. Donc pareil, vivement les prochaines courses en espérant voir de beaucoup d'éclats. On a fini avec la MotoGP. Peut-être. Ouais. C'est un mot sur Zarco quand même. Ouais. Bon, il fait la pole. Malheureusement, il fait encore un mauvais départ. Enfin, ce que j'ai trouvé un mauvais départ, en tout cas. Il se fait ensuite, progressivement, au fil des tours, il se fait passer par tout le monde. Il termine 8, ce qui est pas ridicule. Bon. Mais c'est pas tout à fait là où on espérait le voir. C'est dommage. Mais après, encore une fois, un peu comme Quartararo, il a su gérer ses temps faibles. Mais cette victoire ne vient pas, quoi. C'est un peu frustrant. Ouais. Effectivement, perso, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un souci technique. Tellement il était rapide, en tout cas le reste du week-end. Ouais, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc. Les départs, par contre, je vais être sévère, mais il faut les bosser parce que on sait que Ducat, ils ont même la Pramac, on sait qu'ils ont les plus les all shot device les plus performants du paddock. Et Marquez a fait un départ incroyable, mais quand t'es en pôle avec une Ducat, même si effectivement en plus c'est vrai que la ligne droite au GP d'Allemagne n'est pas très grande, 700 mètres, encore beaucoup moins du coup à partir de la ligne de départ, mais ouais, c'est dommage quoi. Il va falloir bosser ça. C'est facile encore une fois à dire derrière un micro, je dis à chaque fois, mais c'est bien de redire. Mais ouais, c'est dommage surtout. C'est frustrant. Je pense que ça doit être frustrant pour lui en plus parce que il a dit dans la presse un peu après, c'est paru aujourd'hui ou hier, je crois, l'article. Apparemment, il se serait peut-être trompé dans ses réglages aussi. Il aurait modifié les réglages pour la course et apparemment, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Maintenant, ça me fait sourire la ligne droite de 700 mètres, comme tu dis, parce que sur 700 mètres, il a quand même claqué, il a quand même explosé le record de vitesse encore sur ce circuit-là. C'est 301 au bout, dramatique, c'est hallucinant. Mais ouais, comme tu dis, Pierre, toujours pas de victoire. Maintenant, moi, je suis toujours confiant. Je me dis que quand elle va arriver, par contre, ça peut faire
le déclic comme les jeunes pilotes, même si bon il est pas vieux, mais c'est pas le plus jeune non plus. Le déclic, tu sais, façon je sais que je peux le faire, mais là je l'ai fait. Et là une fois que ce sera fait, il va encore ramer, il passe vraiment pas loin. Mais une fois que ce sera fait, on risque d'avoir un autre bonhomme. En tout cas, ça fait du bien de le voir après tout ce qui s'est passé, son épopée KTM, etc. Là, ça y est, il est quand même là, donc 8e. C'est pas génial, c'est sûr, mais il va y avoir d'autres courses. On est à 8e course, il y en a plus de 20, donc on a le temps. On a le temps. Totalement. Du coup, voilà, on a parlé de Zarco, on a parlé de Quartararo, on a parlé d'Espargaro, les deux frangins, on a parlé des deux Marquez, des KTM. On va dire un mot du coup sur les autres catégories si vous le voulez bien, et on commence avec le CEV Moto3 qui roulait à Barcelone les 12 et 13 juin. Deux courses, du coup, le Malaisien Asman remporte la course 1 et l'Espagnol Holgado gagne en course 2. Ça fait rire Pierre parce que je dis pas son prénom. Ouais, tu veux pas prononcer le prénom de Monsieur Asman? Sharifudin. Très bien. Sharifudin Asman. Et clairement Roger finit aucune des deux courses. Au championnat, on a Holgado en tête, suivi par Ortola et Munoz. Et Salvador, ça fait 4 Espagnols en tête. C'est très surprenant. Rouget est 4e, 4 points, pardon, et 24e. Prochaine course le 4 juillet à Portimao. Du côté de la Rookies Cup maintenant, ça a couru le même week-end que les catégories reines du sport moto avec 2 courses aux Arsonring. David Alonso gagne en course 1 devant Marcos Uriarte et David Munoz. En course 2, Matteo Bertelle gagne alors que les 5 pilotes du groupe de tête ont chuté dans le dernier tour et devant Daniel Munoz et Tatchakorn Boiserie. Perrin fera 16e puis 17e, oui. Thaïlandais, monsieur Boiserie, Thaïlandais. Un point Frenchy hors GP maintenant. Le French Superbike a couru du 18 au 20 juin au circuit de Pau-Arnos. Et c'est la fin de série de victoires pour Debise. En course 1, le champion en titre Gines gagne devant Debise et Forêt. En course 2, Debise reprend la victoire à Gines et Forêt. En 600, Debise gagne devant Cocchi et Tom Berco. Et en course 2, il gagne devant Cocchi et Gregorio. En pré-moto 3, Matteo Roman gagne les 2 courses devant Jules Berco et Charlie Malter. Et c'est Fargier qui gagne en course 2. Oui, c'est un Français, hein, donc on peut pas Fargier. En World Superbike, ça a couru à Misano le week-end du 13 juin aussi. Alors, imbattable en course 1 et sprint, Michael Rinaldi apporte 2 victoires à Ducati sur ses terres et une deuxième place en course 2. Razgatlioglu, lui, sera vainqueur sur cette seconde course après avoir terminé 2e en première course et course sprint. Réa, du coup, il fera 3 fois 3e et Redding 3 fois 4e. À noter le super rattrapage de Réa à la Marquez en course 1 quand il était à la poursuite de Rinaldi. Côté français, Mayas fera 11, DNF 11 et Ponson 18, 16 et 18. Au classement, Jonathan Ray est toujours en tête avec 149 points. Razgatlioglu est 2e avec 129 points et Scott Redding 3e avec 104 points sur la Ducati. Mayas est 13e avec 22 points et Ponson 20e avec 1 point. Tu voulais nous dire un petit truc sur Mayas? Ouais, je trouve Pierre. que donc Mayas qui est monté de catégorie cette année en Superbike, je trouve que pour un rookie qui a fait longtemps du 600, il a fait des très bonnes courses. Il a été plusieurs fois dans le top 10 en course, alors qu'il n'a quasiment pas roulé d'ailleurs cet hiver avec cette moto. Et qu'il a justement participé à aucun essai officiel parce que son team, qui est italien, voulait pas sortir d'Italie pour participer aux essais officiels, notamment à Barcelone. Donc vraiment sur une Kawasaki privée, il est assez prometteur. Moi, j'espère vraiment pouvoir le voir. On sait que le Superbike, ça se joue pas qu'au résultat, hein. Il y a beaucoup de choses en coulisses, de sponsors, d'argent qui peut te faire sauter une selle ou pas. J'espère qu'il va rester 1 an de plus. En tout cas, moi, je le vois vraiment bien. On a vu des champions super sport passer en 1000 et c'est une catastrophe. Et lui, c'est pas du tout le cas. Donc, on n'a plus beaucoup de Français en Superbike. Bon, on a Ponson également avec son team All-Star Yamaha, mais clairement, moi, ces performances sont très intéressantes. Je suis content de le voir là. Et puis Réa, je voulais dire un mot.
je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous n'avez peut-être pas regardé les courses, mais le rattrapage qu'il fait, c'était quand même vachement bluffant, vraiment. Il chute, enfin, normalement il est par terre, il pousse avec son coude et ça l'a calmé parce qu'après du coup il arrête de chercher la roue de Rinaldi pour terminer 3e, mais ouais, non, c'était vraiment impressionnant. Absolument. Moi, je les soupçonne de s'entraîner. Moi, je vais acheter une moto pour faire ça. Je vais essayer de faire ça. Normalement, quand tu glisses de l'avant, t'es par terre. Eux, non. Voilà, réfléchi de savoir. Voilà, eux, c'est exactement ça. Lui, il a le temps de glisser, comme tu dis, il a le temps de glisser, de se dire tiens, je glisse. Bon, un petit coup, c'est pas grave. Bon, on va peut-être ralentir un peu, mais peut-être le super. Ils sont merveilleux. En super mode, on les voit assez, j'allais dire facilement. Bon, les motos sont beaucoup plus légères en super mode qu'en Superbike, évidemment, mais on les voit en Supermode rattraper des glisses assez dingues. Ça vient peut-être de là, finalement. Un petit mot du World Supersport, du coup, c'est Agarter qui gagne les 2 courses devant Bernardi. En course 1, Odendaal complète le podium devant Cluzel 4. Et en course 2, c'est Cluzel qui finit 3e et Gonzalez 4e. Caricasulo ne finit pas la première course et finit 9e à la 2e course. À noter que la course 2 a été arrêtée avant de repartir à la suite de la grosse chute de Maria Herrera. Et Odendaal, s'il finit la course en tête, n'a pas fait un long lap penalty et prend 3 secondes de pénalité qui le laisse 5e. Au classement, on a Agarter toujours en tête avec 119 points, Odendaal 2e 102 points, Bernardi 3e 82 points, Cluzel est 5e avec 65 points. Un petit mot de World Supersport 300 en course 1, c'est Huertas qui l'emporte devant Bouthamos, et le français De Cancelis 3e. En course 2, c'est Carrasco qui gagne devant le brésilien Kawakami et le français Dissora. Ce que tu as écrit, Pierre, et j'allais le dire de toute façon, quand on sait d'où elle vient, Carrasco, on est très content de l'avoir vu gagner. Enfin, très honnêtement, j'avais la même sensation quand elle a gagné sa course que quand Marquez a gagné dimanche. Enfin, c'était le même type d'émotion. C'est assez incroyable. Ouais, bien sûr, c'était fracturé 2 vertèbres, on s'en souvient, elle avait frôlé la paralysie, elle a fait 6 mois de rééducation complète depuis l'été dernier, enfin ça fait quasiment 1 an plutôt même, entre sa chute et cette victoire, ça fait presque 1 an. Non, c'est exceptionnel, force de volonté, j'ai pas les mots, franchement, faut être vraiment costaud mentalement pour faire ça, quoi. Et très content pour les 2 Français qui font 2 podiums, De Cancelis et Dissora. On sait que c'est une catégorie très disputée. Et un dernier petit mot sur GMT 94 et le 600. Pardon, j'ai passé vite du coup. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. On les voyait vraiment tous favoris. On voit que Caricasulo, il a un peu de mal à se mettre dans le bain, Caricasulo. Cluzel, il a rencontré des difficultés aussi en course, pas que liées à son accident qu'il avait pu avoir en début de saison, mais ouais, même là, il y a finalement Agarter qui vient de Moto 2, qui est costaud. Odendaal, il assure également. L'Italien Bernardi, il sort un peu de nulle part, personne l'attendait. Finalement, il assure. Donc compliqué. Début de saison compliqué pour le GMT. C'est clair. Sur les autres courses, en CIV, ça courra à Imola les 3 et 4 juillet. En Moto America, ça a couru du coup le week-end du 11 juin dans le Wisconsin, où Baz fait une belle 2e place en course 1, mais doit abandonner en course 2 à la suite d'une panne moteur. Jack Gagné pour Yamaha remporte les 2 courses et avec 5 victoires à son compteur, domine le championnat devant Matthew Scholz et Josh Erin. Baz est 7e du championnat du coup. Prochaine course le week-end des 25-27 juin au Rich Motorsport Park. En endurance maintenant, c'était les 24 heures du Mans le week-end du 11 juin aussi. Grosse bagarre entre le CERT de Greg Black, Xavier Simeone et Sylvain Guintoli et la Yacht avant que celle-ci ne rende l'âme à la nuit tombée. La Suzuki s'impose finalement avec 8 tours d'avance sur la Kawasaki SRC et le BMW Motorrad Endurance. La Kawasaki du team Bolliger termine 4e, mais est finalement déclassée pour capacité de réservoir non conforme. C'est la Honda Superstock de National Moto qui prend la 4e place. Une panne électrique puis une chute a relégué la Honda du FTC
TSR à la 9e place. La Ducati ERC, elle, finit à la 8e place malgré quelques déboires également. Prochaine course le 17 juillet pour les 12 heures d'Estoril. Un petit mot sur ces 24 heures du Mans peut-être? Oui, moi je les ai. J'ai suivi une grosse partie. Le CERT était vraiment impressionnant. Ça s'est quand même assez vite goupillé pour eux dans le sens où le Yacht, en fait leurs principaux concurrents ont tous eu des déboires très très rapidement. Donc du coup, on se retrouve en sortie de nuit. On sait que sauf casse ou gros problème, ça va le faire pour eux. Moi, j'avais noté surtout le retour de National Moto qui avant roulait en EWC. Là, ils sont là en super stock. C'est bien pour eux qu'ils fassent 4e parce qu'à un moment au temps scratch, ils étaient vraiment bien classés. Ils ont eu leur lot de déboires, ils sont descendus, ils ont fait une course solide, ils ont réussi à remonter. Des 24 heures du Mans vraiment intéressantes. Après, c'est un peu dommage pour le FCC TSR. La Ducati ERC, je crois qu'ils sont tombés. Il me semble qu'ils ont chuté ou qu'ils ont eu des petits soucis qui a fait pareil, qu'ils sont retombés vraiment bas avant de remonter de manière assez homogène en fait en course. Les temps étaient bons. Après ils sont remontés du moment où ils ont réussi à résoudre tout ça, ça a été. Mais ça faisait du bien quand même de revoir l'endurance, surtout chez nous pour le coup. J'étais content. J'étais vraiment content. Belle manche des 24 heures. C'est vrai qu'on dit souvent que les pilotes de vitesse issus de la vitesse sont pas forcément bons en endurance parce qu'ils veulent trop donner tout de suite, mais on voit que le CERT qui a quand même Xavier Siméon et Sylvain Guintoli qui ont tous les deux roulé en Grand Prix, et Guintoli qui roule encore, ils savent rouler vite et utiliser leur tête et pour mener avec Greg Black un team à la victoire. Donc vraiment grosse victoire impressionnante. Ils ont rien fait de mal, le CERT, sur cette course, que ce soit la mécanique, les stands, vraiment tout. C'était une course de rêve, je pense, pour eux. Ça s'est déroulé au poil. Par contre, c'est là où peut-être que notamment la Ducati a pêché, c'est que c'était pas forcément super dans les stands. Il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Après, c'est un team qui roule pas depuis hyper longtemps sur cette moto en championnat du monde d'endurance. Et à noter que pour la Ducati, justement, c'est la première course de 24 heures que cette moto termine. Donc ça fait 2 ans qu'ils essayent. Là, ça y est, ils ont fini une course de 24 heures, ils sont allés au bout. C'est pas donné à tout le monde de construire une moto qui termine une course de 24 heures, donc c'est cool. Et puis après, là, le championnat se lance tout juste. À voir ce que donne le team BMW quand même, qui termine sur le podium, et que c'est pas courant qu'on voit des motos européennes sur les podiums d'endurance. Donc c'est cool. Ouais. Et puis l'équipage de la 37 est capé en matière d'endurance. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont eu quelques déboires, c'est pareil, c'est l'endurance. Ils sont descendus, ils sont remontés au rythme des faits de course, mais eux vont être dangereux sur les. Je pense que ils ont peut-être un coup à jouer si tout se passe bien pour eux. On les verra peut-être quand même en gagner une, je pense. On verra bien. Écoutez, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui va arriver très vite, puisque effectivement ça roule dès le week-end prochain à Assen aux Pays-Bas à partir du 25 juin. Est-ce que ce sera le GP de la confirmation pour Marquez? Eh bien, rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, venez prendre part aux discussions sur Discord, Facebook et Twitter. À la prochaine sur C'est qui en pôle. Salut Pierre, salut Paul. Salut tout le monde, à la prochaine.